D'après l'étude 1K3 sur les habitudes de consommation de la population française, 40% des apports en calcium sont apportés par les produits laitiers animaux. Alors que se passe-t-il pour les personnes végétaliennes qui n'en consomment pas du tout? Sont-elles carencées? Doivent-elles se supplémenter? Et étant donné le rôle important de ce nutriment sur le squelette, leur santé osseuse est-elle menacée? Parce qu'effectivement, la plupart des études rapportent un risque de fracture plus élevé chez les véganes, donc le raccourci est assez vite fait. Sauf que, comme d'habitude en nutrition, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que 1. La santé osseuse ne dépend pas uniquement du calcium, et parce que 2. Le calcium, lui, ne se trouve pas seulement dans les produits laitiers. Donc dans cet épisode, je te propose de faire le point et je t'explique. À quoi sert le calcium et pourquoi il est vital pour ton corps? Les risques en cas de carence, les autres facteurs qui jouent un rôle dans la solidité de tes os, ceux qui influencent l'absorption et l'élimination du calcium, les recommandations officielles et ce que disent les études, les sources végétales de calcium, et enfin les bonnes habitudes à prendre pour avoir une santé osseuse à toute épreuve. Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Et aujourd'hui, je te propose un épisode de la série Nutrition où on va aborder dans un format un peu plus court un nutriment pour essayer de faire le point à son sujet. Disclaimer, les infos et les chiffres que je te donne dans ces épisodes sont le reflet à un instant T de mes connaissances et de mes recherches en tant que diététicienne nutritionniste. Mais il y a régulièrement de nouvelles recommandations en nutrition, des études sortent tous les jours, invalidant ou confirmant ce qu'on pensait savoir. Donc je t'invite à conserver une écoute critique et à ne pas hésiter à consulter les sources sur lesquelles je m'appuie et que je donnerai dans les descriptifs de chaque épisode. Je te souhaite une bonne écoute. À quoi sert le calcium? J'ai l'impression que je dis ça à chaque début d'épisode nutrition, mais en même temps, pardon, c'est encore vrai. Le calcium est un nutriment super important pour notre santé. C'est même le minéral le plus abondant de notre corps. 99% de ce calcium se concentre dans le squelette et les dents, c'est ce qui leur donne leur solidité et leur dureté. Le 1% restant se trouve dans les tissus mous où il joue un rôle vital. Ce petit pourcentage participe à la coagulation du sang, à la contraction des muscles, à la transmission des signaux nerveux et il intervient aussi comme cofacteur dans certaines réactions enzymatiques. Et ce 1% est tellement crucial que ton corps va tout faire pour le maintenir à un niveau stable. Donc, si tes apports en calcium sont trop faibles, il va aller en chercher dans ses réserves, c'est-à-dire dans tes os. À court terme, c'est pas con. À long terme, ça fragilise ta densité osseuse et ça augmente le risque de fracture. Les risques d'un déficit. On l'a dit, quand le calcium manque, l'organisme puise dans les os. Résultat, diminution de la densité minérale osseuse, fragilité accrue, risque de fracture plus élevé. Et le problème est encore plus critique pendant la croissance chez les enfants et les ados. C'est à ce moment-là qu'on construit la masse osseuse qui nous protège pour la vie adulte. Pour les personnes végétariennes qui consomment régulièrement des produits laitiers animaux qui sont riches en calcium, on se pose généralement pas trop de questions. Mais chez les personnes véganes, qu'en est-il? Pour le comprendre, on va voir ensemble quelques rappels de physiologie et prendre un peu de recul parce que, spoiler, la solidité osseuse ne dépend pas uniquement du calcium. La santé osseuse, une affaire multifactorielle. Déjà, il faut savoir que notre squelette n'est pas juste une matière inerte à la base de notre corps. En réalité, chaque jour, une partie de ces cellules osseuses est détruite pendant qu'une autre est reconstituée. Notre squelette est donc constamment en remodelage et cette vitesse de remodelage va évoluer dans le temps en fonction de nos besoins, de nos activités quotidiennes, de notre âge, de nos blessures et de nos apports. D'après le site santé.fr, notre squelette est ainsi complètement rebâti 4 à 5 fois au cours de la vie. Est-ce que c'est pas fascinant? C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Donc, revenons à notre santé osseuse et les facteurs autres que le calcium qui vont avoir un impact. Tout d'abord, l'activité physique. C'est un facteur majeur.
Quand une partie de ton corps est immobilisée à la suite d'une blessure, par exemple avec un plâtre, tu vois rapidement tes muscles fondre. Ce qui est moins visible, c'est que l'os perd aussi de sa densité parce qu'il ne reçoit plus de contraintes mécaniques. Le renforcement musculaire, avec des exercices en résistance, avec des poids, des haltères, ou encore l'étirement de bandes élastiques vont renforcer la région de l'os dont le muscle est sollicité. Et également, les mouvements à impact comme marcher, courir, danser ou sauter stimulent les os. Même des activités simples comme monter les escaliers ou jouer au badminton ont un impact positif. Le sachais-tu ? Certaines études montrent que les cyclistes professionnels qui passent de nombreuses heures à faire du vélo, dont certains et certaines depuis l'adolescence, présentent généralement une densité osseuse plus faible. Pourquoi ? Parce que même si on retrouve l'effet positif du renforcement musculaire, il ne compense pas le manque d'impact, puisque le cyclisme est un sport qui est dit porté. C'était vraiment très intéressant. Et vraiment, j'insiste, pas besoin de se lancer dans un objectif sportif inatteignable, juste du mouvement et une activité physique adaptée sont super importants pour une bonne santé en général, ça on le savait déjà, mais également pour la santé osseuse. Un autre aspect protecteur qui peut paraître contre-intuitif, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle qui est le calcul du poids d'une personne rapporté à sa taille au carré. En effet, dans notre société grossophobe, on est habitué à associer minceur avec bonne santé. Mais du point de vue osseux, un IMC un peu plus élevé est protecteur. Parce que le squelette porte plus de charge au quotidien, ce qui stimule la densité osseuse. Et en cas de chute, une couche de muscle ou de tissu adipeux peut aussi mieux amortir le choc. Autre facteur très important qui va influencer la santé osseuse, la vitamine D. Elle aide le calcium à se fixer sur les os. On en trouve un peu dans l'alimentation, surtout dans les poissons gras, mais la principale source, c'est le soleil. 15 minutes d'exposition quotidienne, visage et avant-bras, au printemps et en été, suffisent en théorie. En pratique, en Europe, entre 50 et 70% de la population est carencée en vitamine D. L'hiver, la synthèse cutanée chute et certaines situations augmentent encore le risque comme une peau foncée, une faible exposition, des vêtements couvrants ou de la crème solaire. Résultat, la supplémentation en vitamine D est souvent recommandée, surtout pour les enfants et parfois pour les adultes. Ton médecin te propose d'ailleurs peut-être déjà de te supplémenter pendant les mois d'hiver. Attention, un excès de vitamine D peut être toxique, donc toujours avoir un suivi médical. Autre facteur influençant la santé osseuse, le tabac et l'alcool. Ces deux facteurs sont associés à un risque accru d'ostéoporose, qui est une maladie osseuse qui associe à la fois une diminution de la densité de l'os et des modifications de sa micro-architecture. L'os est plus fragile, moins résistant et par conséquent le risque de fracture augmente. En résumé, la solidité des os dépend de ton alimentation, mais aussi de ton activité physique, de ton IMC, de ta vitamine D et de tes habitudes de vie en général. Maintenant, voyons plus précisément comment ton corps absorbe et utilise le calcium. Facteurs influençant l'absorption. Lors d'un repas, le calcium est absorbé quand il arrive au niveau de l'intestin. Le taux d'absorption est en moyenne de 30 à 40% par rapport au calcium qui est contenu dans l'aliment. Spoiler, c'est à peu près le même taux que le calcium soit d'origine animale ou végétale. Mais ce pourcentage varie selon les aliments et le contexte du repas. Certains paramètres vont augmenter l'absorption, d'autres vont la diminuer. Et il y a aussi d'autres facteurs qui, eux, vont influencer la quantité de calcium qui est évacuée dans les urines. Commençons par les facteurs positifs qui améliorent l'absorption du calcium. La vitamine D. Et oui, encore elle, parce qu'elle ne se contente pas seulement d'aider le calcium à se fixer sur les os, elle augmente aussi l'absorption intestinale et réduit l'excrétion urinaire. L'adaptation. Si tes apports sont bas, ton intestin devient plus efficace pour capter le calcium. Je m'excuse, mais je vais encore m'extasier niaisement devant les capacités de notre fabuleux organisme, car lorsqu'on consomme pas une énorme quantité de calcium quotidiennement, eh bien le corps s'adapte et les intestins vont chercher à maximiser leur capacité d'absorption du calcium quand on en consomme. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris. Non, mais c'est moi.
Je vais prendre un exemple, cette phrase n'était pas du tout claire. Une personne végétalienne, appelons-la Mag, au hasard. Son alimentation lui apporte environ 700 mg de calcium par jour, ce qui est généralement le cas pour cette population. Et prenons une autre personne, Pedro, qui adore les produits laitiers, en consomme quotidiennement et dont l'alimentation apporte environ 1000 mg par jour de calcium. Eh bien, si on donne le même repas à Mag et à Pedro, les intestins de Mag absorberont plus de calcium que les intestins de Pedro. Ah bah voilà! L'acidité. L'acidité gastrique et certains acides présents dans les aliments, comme les acides aminés des protéines ou l'acide citrique des agrumes, améliorent la solubilité du calcium et donc facilitent son absorption. Donc le calcium d'un complément alimentaire ou d'une eau minérale sera mieux absorbé au moment du repas plutôt qu'en prise isolée dans la journée, hors des repas. Passons maintenant aux facteurs négatifs qui diminuent l'absorption du calcium par les intestins. Tout d'abord, il y a les oxalates. Ce sont des molécules présentes dans de nombreux végétaux et on en retrouve particulièrement dans les betteraves, les asperges, la rhubarbe, les épinards. Et à cause de la présence de ces oxalates, même pas 10% du calcium pourtant présent dans ces aliments va pouvoir être absorbé. Il y a ensuite les phytates, qui sont présents dans les légumineuses et certaines céréales. Ils diminuent l'absorption à environ 20-30%, mais le trempage, le rinçage et la cuisson longue réduisent cet effet. Le sodium. Plus tu consommes de sel, plus tu élimines de calcium. Et d'ailleurs, les recommandations françaises en calcium ont été établies pour compenser la consommation élevée de sel par la population générale. Une faible consommation de calcium. Dans mon exemple précédent, à repas équivalent, Mag, qui déjà absorbe plus de calcium que Pedro au moment du repas, en rejettera aussi moins après dans ses urines. Enfin, pour ce qui est du phosphore, des protéines et des sulfates, leur effet est discuté. Les études sont contradictoires, donc je ne vais pas approfondir ici. Merci bien. En résumé, la qualité de l'absorption du calcium dépend donc de la vitamine D, de l'acidité du repas et de la présence d'inhibiteurs comme les oxalates. Mais concrètement, de combien de calcium as-tu besoin chaque jour ? Les recommandations officielles. En France, l'ANSES recommande différents seuils en fonction de la population. Pour les enfants et ados, les besoins en calcium sont élevés pour accompagner la croissance et ils varient en fonction de l'âge. Pour les adultes, les recommandations sont de 950 à 1000 mg de calcium par jour. D'après l'étude 1K3 en France, la population française adulte consomme environ 930 mg de calcium par jour. Il n'y a pas de chiffre sur la population végétalienne française, mais en moyenne, sur les études dans les pays comme le Royaume-Uni ou la Belgique, où on a des études avec des échantillons de plus de 100 personnes, les apports seraient un peu au-dessus de 700 mg par jour. Alors si on suppose qu'en France c'est la même chose, ça fait moins de calcium que le reste de la population française, c'est aussi inférieur aux recommandations nationales, mais par contre cela correspond aux recommandations d'autres pays comme le Royaume-Uni qui sont de 700 mg par jour. Et attention, ces chiffres ne prennent pas en compte les apports en calcium liés aux boissons. Or, certaines eaux minérales sont très riches en calcium, comme Épar, Courmayeur ou Contrex. Même l'eau du robinet peut en apporter beaucoup, selon la région. Le taux de calcium contenu dans l'eau du robinet dépend de l'endroit où on vit. On peut retrouver ces infos assez facilement sur Internet. À titre personnel, j'habite dans l'agglomération de Montpellier. Je consomme environ 2 litres d'eau par jour. Celle-ci contient 129 mg de calcium par litre, ce qui rajoute environ 260 mg de calcium à mes apports quotidiens. Donc si je suis à 700 mg de calcium apporté par la nourriture, en comptant le calcium apporté par mon eau du robinet, j'arrive à 960 mg par jour, ce qui me permet d'atteindre le seuil des recommandations françaises. Alors, pourquoi observe-t-on malgré ça un risque plus élevé de fracture chez les véganes dans les études ? Ce que disent les études épidémiologiques. L'étude EPIC-Oxford, une étude qui a suivi plus de 50 000 personnes, dont presque 2000 personnes végétaliennes sur plusieurs années, a observé chez les véganes des apports globaux plus faibles en calcium, des apports globaux légèrement plus faibles en protéines, et un risque de fracture plus élevé. Alors oui, ça sent pas bon. Sauf que, on le sait, les études observationnelles méritent une attention plus approfondie. Donc les chercheurs et chercheuses sont allés voir ce qui se passait dans la partie de l'échantillon vegan, celles et ceux qui atteignent et dépassent les seuils de recommandation anglaises en calcium et en protéines. Et puisque les apports sont couverts dans cet échantillon,
On s'attend donc logiquement à ce que le risque de fracture soit le même que le reste de la population. Eh bien, à la surprise générale, oui, le chiffre baisse, mais pas beaucoup. Donc, s'il y a une association entre la consommation de calcium et de protéines et le risque de fracture, elle ne semble pas prépondérante. Et ce constat ne concerne pas uniquement les véganes. Dans la population générale, au-delà de 500 mg par jour, plusieurs méta-analyses ont confirmé que consommer plus de calcium n'est pas associé à moins de fractures. Il y a même quelques rares études, mais avec des échantillons très petits cette fois, donc à prendre avec des pincettes, qui indiquent que les véganes, qui consomment minimum 700 mg de calcium par jour, ont une densité osseuse identique à des personnes omnivores ou végétariennes. Donc le lien direct entre calcium alimentaire et risque de fracture est plus complexe qu'on le pensait et il implique d'autres facteurs. Activité physique, IMC, habitudes de vie comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et effectivement, quand on tient compte de ces biais, le risque de fracture chez les véganes diminue et se rapproche de plus en plus de celui de la population générale. En résumé, le calcium compte, mais il n'explique pas tout. Le risque de fracture plus élevé chez les véganes reste en partie inexpliqué. Est-ce lié à d'autres paramètres alimentaires, au mode de vie ? Pour expliquer cela, il faudrait qu'il y ait plus de recherches sur le sujet. Donc maintenant qu'on sait tout ça, concrètement, comment minimiser le risque de fracture en couvrant tes besoins si tu manges végétal ? Les sources végétales de calcium. Bonne nouvelle, il existe de nombreuses sources végétales efficaces. Voici quelques exemples et leur valeur pour une portion d'aliment. Pour 15 g de graines de sésame environ, il y a 144 mg de calcium. Pour une petite poignée d'amandes, soit 30 g, on retrouve 78 mg de calcium. Pour un tofu coagulé au calcium, une portion de 100 g à peu près, on retrouve 100 mg de calcium. Et attention, le tofu traditionnel est coagulé avec du nigari, qui est du chlorure de magnésium et non du calcium. Donc pense à regarder l'étiquette. Pour ce qui est des boissons de soja enrichies, un verre de 200 ml t'apporte 196 mg de calcium, 100 g de brocoli cuit t'apporte 60 mg et un grand verre d'eau minérale calcique, soit 250 ml, t'apporte jusqu'à 139 mg de calcium. Je te propose un exemple de menu végétalien assez classique qui couvre tes apports en calcium. Au petit déjeuner, un porridge avec flocons d'avoine, graines de chia et une boisson végétale enrichie. Au déjeuner, un chili sin carne plus du riz, un fruit et un yaourt de soja enrichi avec des noix. Au goûter, j'avais une envie de salé, donc pain au levain et houmous. Et au dîner, poêlée de légumes plus tempeh, pâtes et mousse au chocolat vegan. Miam miam. Ce menu apporte environ 855 mg de calcium, auquel s'ajoutent environ 200 mg apportés par 1,5 litre d'eau du robinet, soit un total d'environ 1050 mg de calcium. On est donc parfaitement dans les recommandations, voire au-delà. Conseils généraux pour couvrir ces apports en calcium. Avoir une alimentation diversifiée avec notamment des végétaux sources de calcium. Associer cette alimentation à des produits enrichis comme des laits végétaux, des desserts ou autres. Et enfin, si besoin, consommer une eau riche en calcium. Si ça t'intéresse, j'ai préparé un joli petit document très synthétique qui récapitule ces conseils en bonus de l'épisode. Tu peux le télécharger sur le lien fourni dans la description. Reste une dernière question. Faut-il se supplémenter ? La supplémentation. S'il n'y a pas d'ostéoporose ou de carence avérée, qui serait causée par une alimentation déséquilibrée, une maladie, etc., les résultats en population générale ne montrent pas de bénéfice à une supplémentation en calcium. Pour la vitamine D, en revanche, comme pour la population générale, elle est recommandée pour les enfants et peut être indiquée si tu es peu exposé au soleil. Pour les compléments, on peut trouver la vitamine D2, ergocalciférol, qui est végétal, ou la vitamine D3, cholécalciférol, qui est souvent animal, mais il existe des versions véganes produites à partir de lichen. Conclusion. J'aimerais bien que tu retiennes 3 points essentiels. Le calcium est indispensable, mais il n'agit pas seul. Activité physique, vitamine D, équilibre alimentaire, poids corporel, hygiène de vie, etc. sont tout aussi importants.
Les apports calciques des véganes ne sont pas dramatiquement bas, mais ils méritent une vigilance au quotidien, surtout en fonction de l'eau qu'on boit. Le risque accru de fractures observé dans certaines études n'est pas uniquement une question de calcium. Il reflète l'importance d'un mode de vie global, pas seulement d'un nutriment isolé, et la nécessité de faire d'autres recherches sur le sujet. Donc je rappelle une dernière fois les bonnes pratiques pour être un ou une végane avec des os solides, avoir une alimentation diversifiée avec des sources de calcium, associer cette alimentation à des produits enrichis, si besoin, consommer une eau riche en calcium, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire de l'activité physique, du mouvement, limiter l'alcool et le tabac, et éventuellement, sur avis de ton médecin, une supplémentation en vitamine D. J'espère que grâce à cet épisode, tu y verras plus clair sur la question du calcium. Il s'agit d'un point de vigilance quand on a une alimentation végétalienne, c'est vrai, mais avec de bonnes habitudes de vie, pas besoin de te supplémenter. C'est la fin de cet épisode. J'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur ma page Magali le dos de la cuillère ou par mail à l'adresse coucou@ledosdelacuillère.fr. Alors, peut aussi bien... Ah, là là... Pourtant, qui va influer... Oh là 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 là... En pratique, en Europe. Oui. C'est le stress, ça. Ouais. Ça te fait rire. Tu sais que je parle de Pedro Pascal. Qui d'autre? C'était lui ou toi, hein? C'est bizarre, tu vas pas dire ça. Je veux pas y aller. Mais je crois qu'il va être long. Putain, pourtant j'ai raccourci. Hein. Oh my god. Écoute, on verra bien. Et je te propose un menu... Ah, putain. Un chili sin carne. Chili sin carne. Un chili sin carne. Carne. Un chili sin carne. Sin carne. Oh putain. Je veux pas dire un chili? Un chili sin carne. Ah, fuck. Calcium, calcium, calcium. Calcium, calcium, calcium. Non, je t'ai pas assez énervée. Tu l'assumes pas? Non, je l'assume pas. Ça va toujours? Ça va très bien. Tu me fais plaisir.